l'esprit patriotique. Merci de votre fidélité sur le 3 fois www.canalk.ch et sur Radio à volonté, la voix de la résistance africaine. Coup d'état militaire au Burkina Faso, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, peut-elle gérer la situation là où elle a échoué au Mali et en Guinée-Conakry? Togo, 5 octobre 90, 5 octobre 2022, il y a 32 ans, la rue a tenté de renverser Feu Gnassingbé Yadema. Eh bien, on va accueillir d'abord en ligne depuis Ouagadougou, puisque issu de près ce coup d'état militaire à Ouagadougou. Sifou Niamba, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, vous avez réagi il y a quelques jours sur Radio à volonté Canal K. Alors, comment évolue la situation après ce coup d'état militaire du jeune capitaine, pouvait-on dire, Traoré Ibrahim, puisque selon certains politiques, la situation reste encore instable après la visite de la CEDEAO à Ouagadougou hier? Je dirais que après ces coups d'État populaires, parce qu'il faut souvent aussi le dire, il y a des coups d'État qui ne sont pas du tout populaires, qui sont imposés au peuple. Il se trouve que celui-là a déjà la bénédiction et l'accompagnement du peuple, donc c'est un coup d'État populaire. Je pense que hier, il y a eu quand même quelques difficultés pour pouvoir recevoir la CEDEAO parce que le peuple qui accompagne nos militaires à faire ce coup d'État-là n'était pas du tout d'accord avec la CEDEAO et ne voulait même pas la recevoir parce que le peuple se disait que la CEDEAO ne méritait plus qu'on la reçoive. Donc, ce qui signifie qu'il y a eu des manifestations dans les rues contre la CEDEAO, c'est ça? Bien sûr, naturellement, il y a eu beaucoup de manifestations. Spontanées. Et nos nouvelles autorités spontanées, oui, et nos nouvelles autorités ont eu vraiment du mal à pouvoir contenir la foule et pouvoir recevoir la CEDEAO parce qu'il y a les dynamiques des peuples, mais aussi il y a les réalités des relations internationales. Dieu merci, tout est bien fini. Ce qui a été d'autant plus surprenant pour la plupart des citoyens et pour l'ensemble pour des gens, c'est le fait de constater qu'à l'issue de cette rencontre, la CEDEAO s'est dit être satisfaite de la rencontre et des nouvelles autorités. Ce qui quand même nous amène à se poser déjà beaucoup de questions quand on sait que quel que soit le coup d'État par principe et dans son fonctionnement, la CEDEAO a toujours d'abord condamné et très souvent elle a cherché à ramener les gens au pouvoir qui venait d'être déchu. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose. Mais au-delà de tout ça, je pense que la question principale aujourd'hui qui se pose, c'est la question géostratégique, la question géopolitique. Du moment où, quand les nouvelles autorités viennent au pouvoir, c'est vrai que en annonçant déjà le coup d'État la nuit du 30, le capitaine Traoré déjà à l'adhésion populaire. Mais au lendemain, au réveil, au moment où les populations de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de partout au Burkina s'apprêtaient à fêter ça, ce nouveau coup d'État qui vient comme un coup d'État libérateur, on se rend compte qu'il y a une tentative de contre-offensive qui est déjà mise en cours par le président qui venait d'être déchu, notamment le lieutenant-colonel Damiba. Alors, il y avait donc le rapport de force, il était militaire, il y avait des risques justement d'affrontement avec son lot de bains de sang et tout. Donc, les nouvelles autorités se sont vues obligées de dire on nous combat parce que nous voulons aller vers d'autres partenaires. Et donc, quand ils disent ça, le reste, on sait, le peuple est sorti pour les défendre. Sauf qu'il se trouve que ça, moi, je pense, à mon humble avis, que ça a été beaucoup plus utilisé pour le moment, de façon circonstancielle. Mais il se trouve que depuis hier, on a vu Wagner, la société privée de sécurité russe, Wagner, qui déjà soutient, qui dit soutenir les nouvelles autorités. Et donc, quand il lance ça, les heures qui suivent, on voit les États-Unis communiquer aussi et de façon avec un ton assez condescendant pour dire qu'ils condamnent
déjà ce soutien-là et ils mettent en garde les nouvelles autorités contre toute collaboration avec Wagner. Donc, je pense que le principal défi actuellement, à l'heure où je vous parle, il est d'abord géopolitique, il est un défi des choix géostratégiques. Mais nous, en tant que souverainistes, nous pensons qu'il appartient aux nouvelles autorités burkinabè de décider d'abord. Il n'est plus question que nous soyons un terrain de guerre par procuration. Parce que c'est ça aussi le défi, il faut le dire. Nous sommes anti-impérialistes, d'où que l'impérialisme peut venir, mais nous sommes aussi et avant tout souverainistes. Donc le problème, il est là aujourd'hui où il faut faire appel au génie et créateur du Burkina Faso pour que nous-mêmes, d'abord, nous puissions nous concerter parce que c'est ça l'urgent. Et de toute façon, les nouvelles autorités, déjà, ont renvoyé tout le monde à des assises dans les prochains jours. Donc, je pense qu'à l'issue des assises, on discutera. Le plus important, c'est que ce soit le Burkina qui ait l'initiative et que ceux qui voudraient venir à nos cheveux parce qu'ils nous aiment, viendront. Donc, je pense que le débat est actuellement à ce niveau. Mais à côté, déjà par rapport à la gestion de la crise sécuritaire, de laquelle est né ce bouleversement social-là, je pense que ça va, il y a de bonnes nouvelles parce que l'une des urgences était déjà de ravitailler la ville martyre de Djibo. Et hier, effectivement, le capitaine, le nouveau président, capitaine Traoré et ses hommes, ils ont quand même réussi à ravitailler la ville. Et donc ça a été aussi applaudi. Mais je pense qu'au niveau interne, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour que incessamment on puisse aboutir à ces assises-là. Donc voilà, en gros, la population burkinabè veille au grain, c'est ça? On veille au grain et parce qu'on sait que cette fois, on n'a plus le droit à l'erreur. En tout cas, merci Issifou Niamba de nous accompagner en ligne depuis Ouagadougou au Burkina Faso. On se retrouve très prochainement. On sera toujours avec vous pour suivre de près ce que vit surtout la population burkinabè par rapport à ce coup d'État. Vous avez dit ce coup d'État qui a eu un soutien populaire du peuple burkinabè. Issifou Niamba, bonsoir et à très bientôt. Merci beaucoup, Ahmed. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. Nous accueillons tout de suite d'abord en ligne depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Ben Bruno Moubamba, bonsoir. Bonsoir et merci pour cette invitation. Merci. Enchanté d'être sur votre antenne. Tout à fait. On accueille depuis la Belgique Éloi Koussao, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à vos auditrices et auditeurs. Merci. Alors, pour parler de ce coup d'État militaire au Burkina Faso, Ouagadougou, Bruno Ben Moubamba, ex-vice-premier ministre sous Ali Bongo au Gabon. Alors, vous êtes actuellement depuis quelque temps à Ouagadougou et vous suivez de près ce coup d'État. 2 coups d'État militaires en 9 mois au Burkina Faso après le renversement du président Roch-Christian Kaboré. Et justement, le capitaine Ibrahim Traoré a donné les raisons de ce coup d'État. Mais la situation reste encore instable selon certains politiques burkinabè. Alors Bruno Ben Moubamba, vous qui êtes depuis quelques jours à Ouagadougou et suivez de près ce coup d'État militaire, comment la population burkinabè se mobilise-t-elle autour du jeune capitaine Traoré Ibrahim? Je suis arrivé à Ouagadougou le 25 septembre et le lendemain, le 26, il y a eu une attaque djihadiste dans le nord du pays qui a donné lieu à plus de 26 morts parmi les militaires, entre 26 et 30 morts avec une centaine de camions qui ont été incendiés, des vivres perdus avec une cinquantaine de civils qui ont disparu. Et ça, c'était le 26. Bien évidemment, les mêmes causes produisant les mêmes effets, comme en janvier dernier, lorsque le colonel Damiba est arrivé au pouvoir, on ne pouvait s'attendre qu'à une réaction de l'armée, puisque le président de la transition militaire, Damiba, était aux États-Unis, en civil, le pays se sentait abandonné entre les mains des djihadistes. Moi-même, j'ai vu beaucoup de déplacés dans la ville de Ouagadougou. Alors, précisément pour répondre à votre question, la population réagit très positivement par rapport à la prise de pouvoir du jeune capitaine Ibrahim Traoré, parce que évidemment, il ne se sentait pas à l'aise avec
le colonel Damiba qui avait déjà revêtu des vêtements de civil et n'avait plus cette posture militaire de protection du pays. Vous savez, le Burkina Faso est déchiré dans le nord. Il y a des zones inaccessibles. Il y a des gens qui sont chassés de leur village. Ils ne peuvent plus cultiver. Ils meurent de faim. Ils sont sur les routes. Je crois que là, il y a eu une réaction salutaire de l'armée du Burkina Faso, quoi qu'on en dise. Et puis, les populations souffrent. C'est terrible ce qui se passe au pays des hommes intègres. C'est un massacre. C'est la peur. C'est la patrie ou la mort, comme ils disent eux-mêmes. Ou bien on sauve la patrie ou on meurt. Donc, évidemment, la population a reçu très positivement cette action des jeunes militaires. Et moi-même, j'étais aux premières loges de ces événements, puisque j'habite à 2 pas de la présidence. Mon hôtel jouxte quasiment le camp de la garde présidentielle, D'accord. Les forces militaires. Donc Bruno Ben Moubamba pour nous dire que la population soutient presque à 200% le jeune capitaine Traoré Ibrahim. Effectivement, j'ai vu de mes propres yeux la jeunesse burkinabé se lever comme un seul homme et dire au monde, à la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, le 4 octobre, j'ai vu les jeunes devant moi qui criaient « À bas la CEDEAO, à bas la France-Afrique, vive le capitaine Traoré, c'est nous qui voulons le capitaine Traoré, c'est pas le capitaine Traoré qui veut de nous, mais c'est nous qui le voulons ». Je pense qu'il représente un espoir parce que c'est un jeune et que la majorité des Burkinabés, comme la majorité des jeunes, des Africains sont des jeunes. Alors il s'identifie à un jeune président qui vient un peu sous le vent du capitaine Sankara. Il ressuscite un peu le mythe de Sankara. Maintenant, sera-t-il capable d'incarner un nouveau Sankara? On n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, il ressuscite un peu l'espoir des jeunes burkinabés qui sont les premières victimes de tout ça. Quand on est au chômage, quand on a faim, quand on ne peut pas construire une famille, quand on n'a pas la sécurité, quand on a le choix entre l'exil ou la tombe, eh bien, un homme qui vient soulever l'espoir ne peut qu'être accueilli favorablement. Tout à fait. Alors, je vais relancer, avant de vous reprendre depuis Ouagadougou, je vais relancer rapidement depuis Bruxelles, en Belgique. Éloi Koussao, rebonsoir. Rebonsoir Sylvain Amos. Alors, vous êtes coordinateur du MO5 mouvement du 5 octobre, en parlait également. Vous avez suivi ce coup d'État militaire au Burkina Faso qui a d'ailleurs reçu un soutien indéfectible de la population burkinabé. Vous avez écouté tout à l'heure l'ancien vice-premier ministre gabonais Souali Bongo, Ben Bruno Moubamba, depuis Ouagadougou. Et justement, le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir à 34 ans au Burkina Faso, presque au même âge que Thomas Sankara, qui a pris les rênes de son pays à 33 ans. Alors, Éloi Koussao, pensez-vous qu'il s'inscrira dans la logique révolutionnaire du leader charismatique burkinabé qu'était Thomas Sankara? Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré est la réincarnation de Thomas Sankara, comme vient de le dire Bruno Ben Moubamba? Eh bien, Sylvain Amos, vous savez, il est difficile de présager ce qui concerne le comportement humain. Homme est homme. Vous aviez fait une sorte de parallélisme entre Sankara et le jeune capitaine qui vient d'arriver au pouvoir, Ibrahim Traoré. S'il va faire œuvre durable de Sankara, ça ne saurait le dire. Je peux affirmer que nous jugerons l'arbre par ses fruits. Ceci dit, ce qu'il avance comme intention est louable, mais il reste à le prouver. Le peuple doit veiller au grain et ne pas donner un blanc-seing aux nouvelles autorités du pays. Son action semble être approuvée par la majorité du peuple burkinabé, le peuple burkinabé que nous saluons. Nous allons suivre ces actions et voir si la majorité des organisations panafricaines ou bien la jeunesse panafricaine doit accompagner ces efforts ou pas. D'accord. Il a dit qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir. Nous allons suivre cela de près et
et voir ce que ça va donner. D'accord. Mais justement, Bruno Ben Moubamba, les coups d'État au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, ces coups d'État semblent recevoir le soutien des peuples africains qui ont soif de liberté et de la sécurité en Afrique. Alors vous, en tant qu'homme politique gabonais, que pensez-vous de ce mode de dévolution du pouvoir politique? Monsieur Amos, sur le principe, moi je suis contre la militarisation des pouvoirs en Afrique. Parce que le rôle d'une armée est de protéger les frontières, de défendre la nation. C'est une autre force vive de la nation dont le but n'est pas d'exercer le pouvoir. Le pouvoir est dévolu par le peuple à travers des élections, à travers des règles de représentativité, mais en la circonstance, l'Afrique paye sa négligence d'une chose qui est la défense nationale. Nous avons construit des États-nations à partir des années 60 en Afrique francophone, après des indépendances plus ou moins factices, en négligeant la question de l'armée nationale, qui est le prolongement de la nation. C'est-à-dire que dans un monde qui est régi par la guerre, par les rapports de force, nous avons négligé la défense nationale et nous avons fait des replis identitaires. Donc là où les Occidentaux, les Russes, les Chinois et le reste du monde investissent d'abord dans l'armée, nous avons signé des accords de coopération, nous avons remis la défense de nos pays et de notre continent entre les mains d'autres personnes. C'était une erreur historique. Aujourd'hui, on paye cela puisque la population notamment au Sahel, n'est pas protégé par les stratégies du terrorisme, des djihadistes et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Non à la militarisation des pouvoirs, bien sûr politiques, mais les transitions militaires sont parfois une nécessité. On l'a vu en France, lorsque la 4e République des années 50 était en faillite, le général de Gaulle a fait un coup d'État constitutionnel pour imposer la 5e République. Après, il s'est fait dégager, entre guillemets, autant pour moi, 10 ans plus tard, par les jeunes Français qui lui devaient tout grâce à sa transition militaire. Parce que le pouvoir du général de Gaulle était un pouvoir militarisé. Et voilà pourquoi certains parlent de junte française. On est aussi passé par la militarisation. Mais attention, la militarisation n'est pas l'objectif. Un pays doit toujours être représenté par des forces politiques, des forces représentatives du peuple. Maintenant, quand les civils ont failli, parfois on est obligé de faire une transition militaire la plus courte possible et pourvu qu'on ne s'habitue pas à l'air climatisé, aux femmes, à l'alcool, à la fête et tout ce qui fait souvent que les militaires comme Mobutu ou d'autres, quand ils arrivent au pouvoir, ils prennent goût à la chose, ils prennent goût au pouvoir, goût au plaisir, et ils ne sont plus des hommes et des femmes capables de se déporter sur le terrain pour défendre la nation. Donc, je ne crois pas que la militarisation à long terme soit une solution. C'est une solution à très court terme parce que les civils ont failli, parce que les civils ont négligé le fait que nous sommes dans un monde en guerre, dans un monde où exercent les rapports de force. Et qu'est-ce qui se passe quand les Africains négligent les rapports de force? Eh bien, ils se mettent à ressembler à des souris bien engraissées. Et quand il y a des souris bien engraissées, qu'est-ce qui arrive après? Ce sont des chats qui viennent manger. C'est ça les djihadistes ou les serpents qui viennent se servir. Il faut donc arrêter de se comporter comme des souris qui sont là pour servir de festin aux chats du monde et aux serpents du monde. Voilà pourquoi il faut se réorganiser autour de la défense. Et donc, ce n'est pas tout de dire vive la Russie, vive l'Amérique, vive la France. C'est pas ça. Les Africains doivent apprendre à se défendre. Au lieu d'être des souris, ils doivent aussi procéder à une mutation de leurs identités. On peut très bien ne pas être soi-même un chat, on peut aussi être un aigle. C'est la conscience africaine et s'organise autour des totems. On peut être un oiseau qui échappe au piège. On peut être un faucon. Mais arrêtons de nous comporter comme des souris qui servent de garde-manger à tous les chats du monde qui viennent se servir, agresser les gens, tuer les gens comme s'ils n'étaient rien. Donc les transitions militaires sont provisoires. Il faut qu'elles restent provisoires, sinon les militaires se transforment en tyrans. Bruno Ben Moubamba, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Ouagadougou au Burkina Faso.
Hier, justement, après ce coup d'État, la mission de la CEDEAO s'est dite confiante à son départ, justement, du Burkina mardi, justement hier, entretien avec le nouvel homme fort du pays. Alors, une mission de la CEDEAO avait exprimé quasiment la même impression au lendemain du coup d'État de son prédécesseur, justement, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Alors, Bruno Ben-Moubamba, n'y voyez-vous pas le risque d'une continuité au Burkina Faso malgré les aspirations populaires à un changement radical? Il faut repenser l'Afrique, il faut repenser les institutions africaines. On était parti d'une bonne organisation qui s'appelait l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui avait été pensée par les pères de l'Afrique, comme Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir, comme Julius Nyerere de Tanzanie, qui avait pensé au développement de l'Afrique à partir des concepts du village, comme Ujamaa. On a eu Haïlé Sélassié, on a eu des Modibo Keïta du Mali. On a pensé que l'Afrique doit s'unir concrètement à travers des programmes de convergence. Mais bizarrement, quelques années plus tard, on a laissé tomber l'unité africaine pour privilégier l'Union africaine sans qu'on sache qui finance l'Union africaine, quels sont ses moyens, quelles sont les politiques, quels sont les projets économiques, qu'en est-il de la monnaie. Et puis, on a fait une organisation qui n'a pas de sens, l'Union africaine. Donc, aujourd'hui, il y a des subdivisions de cette Union africaine. Vous avez la CEAC en Afrique centrale, vous avez la CEDEAO, vous avez la SADC en Afrique australe. Bon, à quoi servent toutes ces organisations? On espère que c'est peut-être des prémices de prochaines fédérations africaines qui vont nous emmener aux États-Unis d'Afrique. Mais si c'est juste des porte-voix de l'influence des anciens pays coloniaux qui ont colonisé l'Afrique et qui se servent de ces organisations-là pour empêcher l'Afrique d'avancer, ça ne va pas. Et donc, la population burkinabé a raison de se méfier de la CEDEAO, d'autant plus que ce soit le président nigérian, l'ex-président nigérian Jonathan Goodluck, qui représente la CEDEAO au Mali, que ce soit le président Youssoufou, qui est venu à Ouagadougou, l'ancien président du Niger, ils ne sont pas très crédibles en la matière. Pour parler de Jonathan Goodluck, il n'a pas empêché le Boko Haram de tenter de détruire le Nigeria. Que ce soit le président Youssoufou qui a fini ses mandats, qui heureusement n'a pas fait, qui n'a pas fait plus de mandats que nécessaire, il n'en demeure pas moins que le terrorisme a explosé aussi sous son mandat. Donc, il sait très bien en venant à Ouagadougou qu'il y a un vrai problème. Ce sont des hommes très intelligents, ces gens-là. Ils savent, dans la CEDEAO, que ça ne suffit pas d'édicter des principes, que pas de coup d'État, machin. Mais où était la CEDEAO quand on égorgeait les gens dans le nord du Burkina Faso? Où était la CEDEAO quand on attaque des militaires burkinabés, quand on détruit des convois militaires, quand il y a des déplacés, on ne sait pas quoi en faire. Il ne faut pas que la CEDEAO serve la stratégie des terroristes et du djihadisme sous drapeau, sponsorisé par on ne sait qui, pour détruire des États historiques, pour créer d'autres États factices, parce qu'on sait que derrière tous ces problèmes-là, il y a la question des matières premières. L'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde, le plus jeune, avec le plus de terres agricoles, avec le plus de terres. Le monde est pollué, il y a des problèmes partout, il y a la guerre en Ukraine, les États-Unis sont puissants, l'Europe est presque plus ou moins en déclin. Alors, on regarde à nouveau vers l'Afrique comme au 19e siècle, quand on a voulu se partager l'Afrique comme un gâteau. Mais désolé, en Afrique, il y a des gens, et ce n'est pas des animaux qui vivent là, ce sont des êtres humains. Eux aussi, ils aspirent à vivre une vie normale sur des terres enfin normalisées. Maintenant, ce à quoi on assiste à travers tous les problèmes en Afrique, c'est une mutation de la conscience universelle. Ou bien on accepte enfin que les Africains sont des êtres humains comme les autres et qu'ils ont le droit de vivre normalement, ou bien on fait des plans pour les détruire. Et justement, donc, sur cette question, désolé de vous couper, sur cette question justement, les États-Unis ont mis en garde contre toute alliance avec le groupe russe Wagner. Que vous inspire la posture de Washington? L'Afrique n'a pas à être mêlée au conflit entre la Russie et l'OTAN. Je veux dire, nous ne sommes pas des Russes. Nous ne sommes pas des Américains non plus. Nous ne sommes pas la propriété des Américains. Le Burkina Faso, c'est pas l'Irak qui a été ramené à l'âge de pierre quand on a pendu Saddam Hussein comme un gibet de potence. On l'a pendu comme un chien. On a suivi ça dans les débuts des années 2000. On a détruit l'Irak. On a été bombardé la Libye. Un pays, bon, il était comme il était, mais il n'était pas pire qu'un autre pays, mais ça fonctionnait. On a créé le djihadisme, le terrorisme, on a été ramené un pays comme la Libye à l'âge de pierre
on a bombardé, on a détruit au nom de la démocratie, ce qui ne veut rien dire aujourd'hui. Ce dont les gens ont besoin, c'est d'abord de manger à leur faim, de se sentir en sécurité, de satisfaire les besoins primaires avant de passer à des besoins plus psychologiques, plus spirituels. Donc les États-Unis, ils ne sont pas bien placés pour donner des leçons. Excusez-moi, moi j'aime beaucoup les États-Unis, je suis allé plusieurs fois. Je ne suis pas anti-américain ou anti-français, mais à un moment, il faut qu'on arrête de nous prendre pour des enfants, de nous infantiliser. On a besoin de créer aussi, moi je suis de ceux qui défendent les États-Unis d'Afrique comme les pères fondateurs de l'OUA. Je pense que ma génération a le devoir d'encourager la génération des jeunes et les enfants de ces jeunes-là à penser une puissance à venir africaine, une Afrique globale, une puissance globale. Nous avons les moyens de le faire, mais à condition qu'on ne se fasse pas tous tuer. Et voilà pourquoi tous les 52 ou 53 pays d'Afrique doivent maintenant penser à se regrouper, à créer des grands ensembles pour que d'ici avant un siècle, nous ayons un pays qui s'est dominé aussi, militairement, culturellement, politiquement, économiquement. Nous en avons les moyens, à condition qu'on ne reste pas enfermé derrière nos frontières coloniales, nos patries coloniales. Il faut faire évoluer l'idée de l'Afrique. C'est une question de vie ou de mort aujourd'hui. Tout si à vous voyez fait. la carte Merci. de l'Afrique, nous sommes encerclés. Nous sommes encerclés au nord, à l'est, au sud. L'Afrique est prise en tenaille. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner. Moi, j'entends, oui, vive la Russie, j'entends, vive les États-Unis, c'est bien beau tout ça. Mais l'Afrique d'abord, la conscience africaine d'abord. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Bruno Ben Moubamba. Je rappelle que vous êtes ex-vice-premier ministre sous Ali Bongo. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Vous continuez toujours à suivre de près l'après-coup d'État du capitaine Traoré Ibrahim. Merci à vous. Félicitations également. Vous avez fait Facebook Live. Vous nous informez. Merci de votre travail également. Merci et à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir. La voix du peuple. On va continuer avec le Togolais qui nous accompagne également dans ce débat depuis plutôt Bruxelles en Belgique. Vous avez suivi l'homme politicien gabonais Bruno Ben Moubamba justement. La CEDEAO condamne le coup d'État militaire au Burkina Faso. Une délégation a été dépêchée à Ouagadougou hier pour rencontrer les militaires tentés pour leur demander de retourner à l'ordre constitutionnel. Alors, Eloi Koussao, pensez-vous que la CEDEAO peut réussir là où elle a échoué au Mali et en Guinée-Conakry? La CEDEAO a perdu la boussole, disons-le d'entrée. Il est scandaleux de constater que la CEDEAO s'intéresse à ce qui soutient leur philosophie, c'est-à-dire la philosophie de deux poids, deux mesures. On les voit vociférer à Ouaga et ailleurs, mais quand il s'agit de prendre en compte ce qui doit faire le progrès de l'Afrique en tant que tel, ils sont inexistants. Donc moi, ça m'amuse plutôt de voir le rôle qu'ils tentent de jouer actuellement au Burkina. Si nous ne sommes pas pour des coups d'État en Afrique, il y a lieu de dire que ce qu'ils font dans cette sorte de conglomérat, dans cette sorte de club des dictateurs qui se protègent, tout ça là, ne rentre pas dans l'évolution normale de l'Afrique. Donc, la CEDEAO, il y a mieux à faire de leur côté que ce qu'ils font actuellement. D'accord. Quand il s'agit, par exemple, de limiter le nombre de mandats en Afrique, ils n'ont pas su imposer cette vision claire qui devait favoriser la démocratie sur le continent. On a vu comment ils se sont comportés. Donc, ils sont très mal placés, comme l'a dit le frère gabonais tout à l'heure, pour donner des leçons. D'accord. On va maintenant parler du Togo. Rebonsoir à la diaspora togolaise qui nous suivent nombreuses sur notre chaîne radio à volonté, la voix de la résistance africaine et togolaise. Alors, 5 octobre 90 et 5 octobre 2022, le soulèvement populaire, il y a 32 ans, que la rue a tenté de renverser Feu Gnassingbé Adema,
Quel souvenir vous en gardez, vous qui êtes coordinateur du mouvement du 5 octobre Elwa Koussao? Merci pour l'opportunité. Je dirais avant toute chose que nous ne devons pas oublier ceux qui ont fait don de leur vie pour que cet événement advienne sur la terre de nos aïeux. Donc, vous me permettrez avant toute chose de saluer la mémoire de tous ceux qui ont su patriotiquement mêler le nom du Togo à leur sang versé. Également une occasion pour nous, au MO5, de rendre hommage aux différents acteurs de cet événement héroïque et historique. Pour revenir à la question, je dirais que le 5 octobre demeure une date historique dans l'histoire de notre pays. Je dirais même que c'est la journée de la jeunesse togolaise. C'est le souvenir d'un vendredi noir, d'une journée où le peuple a pris héroïquement, je l'ai dit tout à l'heure, conscience de l'état d'asservissement et d'injustice et de violence permanente dans lequel l'a confiné le clan de Nyasingbe durant des décennies. Donc, c'est le souvenir d'un refus, le refus de l'arbitraire, contrairement à ce que le pouvoir a tenté de faire croire que c'est l'œuvre des désœuvrés venus du Ghana. Avec février, le pouvoir l'a affirmé, mais c'est le souvenir de bravoure mise en avant par le peuple togolais à travers le procès Logo Doglo. Justement, je pense que le combat doit continuer, le combat pour la liberté doit continuer. Et Elwa Koussao, contrairement à 1990, à ce grand soulèvement qui a plutôt ouvert les yeux à beaucoup de Togolais en matière de liberté, de démocratie, en matière de lutte. La jeunesse togolaise aujourd'hui semble titanisée. Non seulement elle est inactive, mais aussi et surtout, cette jeunesse semble avoir perdu de repères. Alors, Elwa Koussao, qu'est-ce qui explique cette situation qui fait justement le lit du système dictatorial au Togo? Oui, c'est un constat amer. Vous savez, je crois que c'est Frantz Fanon qui disait, je cite, que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui, il y a un constat. C'est comme si l'engagement que nous avons connu depuis des années 90, l'engagement, la détermination de la jeunesse togolaise, c'est comme si cela s'est émoussé avec la nouvelle génération. Mais vous savez, ce constat est fait jusqu'au bout à travers la mobilisation de Tikpi, par exemple, en 2017, où le peuple a su montrer à travers sa jeunesse qu'elle ne dort pas, la jeunesse togolaise. Mais nous avons à encourager cette jeunesse, à accompagner cette jeunesse à remplir sa mission. La mission, quoique difficile, doit être remplie avec détermination. Mais nous ne devons pas perdre de vue aussi que cela est dû à la nature du régime que nous affrontons depuis plusieurs décennies. Un régime barbare, un régime qui ne lésine pas sur les moyens dictatoriaux pour faire taire le peuple. Nous sommes aujourd'hui dans un monde civilisé où on pouvait penser que l'intérêt du peuple ou le développement du peuple, l'idée de progrès doit intéresser, doit préoccuper les gouvernants. Mais malheureusement, dans notre pays, au Togo, c'est autre chose. Employer la dictature jusqu'au bout, un régime de terreur pour faire taire le peuple, pour faire taire les aspirations profondes du peuple. Si la mission, si il est fait le constat que la jeunesse d'aujourd'hui ne semble pas faire preuve de bravoure,
c'est dû en grande partie à la nature du régime que nous affrontons et qui n'hésite pas à tirer sur des enfants de moins de 10 ans, froidement abattus, même des bébés. De par les témoins que nous avons vu le visage de la barbarie togolaise. Voilà, grosso modo, D'accord. le constat. Est-ce que la sensibilisation n'a pas manqué au sein même de ce qui ont pris le devant de cette lutte, notamment la société civile, les partis politiques? Est-ce qu'on a assez sensibilisé la jeunesse pour leur parler du 5 octobre, la lutte démocratique? Oui, nous ne dirons jamais assez le rôle qui reste à jouer par la société civile, les acteurs politiques en termes de sensibilisation. Oui, vous avez raison, il faut sensibiliser davantage la jeunesse sur son rôle. C'est très important. C'est très important. Donc, il faut faire comprendre à notre jeunesse que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde où seuls ceux qui osent, seuls ceux qui sont courageux, ceux qui affrontent. Je vous suis très mal. Voilà, allez-y. Oui, je dis, nous devons faire comprendre à la jeunesse, à notre jeunesse, modestement, que nous sommes dans un monde aujourd'hui où ceux qui réussissent et ceux qui progressent sont ceux qui osent. Nous sommes dans un monde où il faut lutter. Il faut lutter, il faut refuser l'arbitraire, il faut refuser l'injustice courageusement. Donc, seuls réussissent ceux qui osent affronter l'injustice, l'arbitraire. C'est ça qui donne le progrès, le fait d'oser. Si nous prenons exemple de ceux qui avancent, de ceux que nous admirons aujourd'hui, c'est qu'ils ont osé. Ils ont osé à travers leur jeunesse, ils ont osé à travers leur peuple. D'accord. Alors, vous avez parlé de la société civile, des hommes politiques qui doivent continuer ce combat pour que chaque Togolais, chaque acteur de la société civile ou politique doit mener pour conscientiser, continuer cette sensibilisation pour que la lutte menée depuis le 5 octobre 90 aboutisse justement. Alors, quel doit être le rôle justement ou les apports de la diaspora togolaise pour permettre aux acteurs de s'accouder autour de la lutte pour la liberté, ou bien la lutte pour la libération totale au Togo et au Curaçao? Oui, la diaspora a un rôle important à jouer. Et nous l'avons rappelé ailleurs que la diaspora, qui est le prolongement de la société civile, a un rôle de soutien financier, soutien moral, soutien aux acteurs qui sont sur le terrain. Et j'ai souvent l'habitude de dire que si on est dispersé, c'est-à-dire c'est le sens même de la diaspora, si on est dispersé, si on a quitté notre pays par diverses raisons, il n'est pas permis d'oublier le pays. Un penseur disait que si nous sommes éloignés du pays, nous avons toujours à cœur l'histoire du pays, le problème du pays. Donc, il est important que la diaspora, de par sa position, aide les acteurs sur le terrain. Et pour aider les acteurs sur le terrain, cette diaspora doit, pour parler un peu comme Fanon, doit découvrir cette mission et la remplir avec amour de la patrie. Donc la diaspora, le rôle de la diaspora, c'est par exemple faire comprendre au pays d'accueil ce qui se passe dans notre pays depuis plusieurs décennies. C'est aussi de contribuer à faire naître sur le sol national ce que nous avons appris, ce que la diaspora a appris ailleurs. Donc ça doit contribuer au développement du pays. Et nous ne perdons pas de vue que la diaspora comporte même des gens aussi qui soutiennent le régime dictatorial. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire également là, pour faire comprendre à ses compatriotes qui
se retrouvent pour la plupart débarrassés ou départir des problèmes du pays. D'accord. Donc, on a fait comprendre ces gens-là que nous avons un intérêt commun à faire développer notre pays, le Togo. Et cet intérêt passe par le refus de soutien à la dictature. D'accord. Alors, il y a beaucoup de Togolais qui se disent désabusés, fatigués. C'est la chanson de tous les jours. Moi, je ne fais pas de la politique où on est fatigué de cette lutte qui n'a que trop duré. Alors, 32 ans depuis le 50-90, d'autres ont commencé ce combat plus tôt. Quel message avez-vous à lancer à tous les Togolais, que ce soit de la diaspora au Togo, qui se disent désabusés, fatigués de ce combat qui a trop duré quand même? Vous le savez bien, Sylvestre Amos, que nous avons l'habitude de dire au MO5 que les difficultés du moment ne doivent pas nous contraindre à l'abandon de la lutte ou à la capitulation. Nous avons l'impérieux devoir de continuer la lutte et de faire en sorte que la dictature cesse dans notre pays. Et nous disons à l'appui que rien ne serait plus dangereux que de confondre difficulté et échec. L'abandon donc du combat démocratique serait donc absurde et suicidaire pour notre cher pays, le Togo. Notre salut est donc dans notre engagement sans faille ni défaillance pour faire aboutir les aspirations profondes de notre peuple. Encore une fois, c'est la terre de nos aïeux qui nous le demande, la mémoire de nos martyrs qui l'exige. Nous ne devons pas abandonner la lutte. Si des gens que nous félicitons aujourd'hui ou le développement que nous admirons à certains pays aujourd'hui est devenu une réalité, c'est que ces gens-là ont aussi lutté pour leur patrie. Donc, nous n'avons pas à nous réjouir seulement du développement des autres. Nous avons cet impérieux devoir à faire le travail chez nous également pour que le Togo, l'or de l'humanité, devienne une terre enviable. Tout à fait. Alors, ce combat que mène le peuple togolais depuis plus de 40 ans ou 50 ans a pour conséquence directe sur le citoyen lambda, la prison, et justement, les prisons togolaises sont pleines de détenus politiques. Les appels sont cesse croissants pour leur libération. On ne dit rien à Fonia Singbe, c'est ce qu'on peut dire, puisque des femmes ont crié, la société civile a crié, mais il y a plein de prisonniers politiques emprisonnés. Ça choque beaucoup de Togolais. Et là, tout récemment, Fonia Singbe et son gouvernement s'investissent énormément pour libérer les 49 ou bien les 46 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Et que vous inspire cette attitude du gouvernement togolais, Éloi Koussao? C'est la triste réalité chez nous au Togo. Avant de répondre à cette question, je voudrais exprimer ma pensée affective et sympathique aux prisonniers d'opinion togolais. Je pense notamment au camarade Jean-Paul Oumoulou, à Dumont Auré et bien d'autres qui sont en prison pour délits d'opinion. Et nous ne devons pas les laisser, nous ne devons pas les abandonner. Et oui, ils sont nombreux. Il y a Aziz Goma, Laïla. Nous parlons à Laïla, à tous les autres. Et la liste est interminable. Nous ne pouvons pas tous les citer ici. Ils sont nombreux. Nos prisons sont remplies de gens qui veulent que ça change au Togo à travers leur expression, mais ils sont là, détenus, alors que des bandits, des criminels qui ont la casquette de gens au pouvoir circulent librement. C'est triste, c'est triste. Et de dire qu'on a tout ça comme fardeau au Togo, mais on voit celui ou ceux qui sont à la tête du pays et courir pour faire compagnonnage ailleurs et jouer au grand médiateur et demande la libération d'autres prisonniers sous d'autres horizons.
C'est triste. C'est vraiment triste. Et je crois que nous devons faire comprendre au monde entier ce qui se passe chez nous au Togo et dire à la jeunesse africaine que ceux qui semblent jouer le rôle de bons médiateurs ailleurs, que dans leur propre pays, dans leur propre case, ça ne va pas. Que c'est l'enfer vécu par leur population. Je parle du régime togolais. Des gens ont fait appel à ce régime, des gens de bonne volonté. Je ne vous apprends rien en disant qu'il y a eu des délégations, même étrangères, des gens respectables, des religieux venus d'ailleurs pour aller voir ce régime et plaider la cause des prisonniers politiques, comme Jean-Paul Oumoulou. Mais le régime reste insensible à ces appels. Ce n'est pas normal. D'accord. Donc, nous ne devons pas abandonner ces gens-là dans leur situation ou dans leur cas. Parce que s'ils sont arrêtés aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent que ça change chez nous, comme ça a changé ailleurs. Et nous devons mobiliser les gens, faire en sorte que ce pourquoi ils sont là-bas soit défendu jusqu'au bout. D'accord. Et nous devons obtenir leur Libération. coûte que coûte. Quand on parle de prisonniers politiques, on parle également des enseignants et élèves qui sont arrêtés et jetés en prison. Ils n'ont pas pu être libérés pour reprendre le chemin de l'école de tous ces enfants-là à la rentrée scolaire. Avec tout ça, on vante un pseudo-leadership éclairé de Fonia Sibé à l'ONU. Et justement, c'est Robert Doucet qui l'a fait tout récemment à la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, comprenez-vous la conception de leadership cachée sous la capacité d'emprisonnement des citoyens pour leur opinion et leur Koussao? Oui, tout ça là participe à leur volonté de faire taire le peuple, de faire peur au peuple. Et vous avez donné l'exemple tout à l'heure de Robert Doucet. Vous savez, qui est jeune, un jeune qui doit comprendre la situation de la jeunesse togolaise. Mais c'est triste. Quand tu renforces une dictature, quand tu sers une dictature contre toute logique, peut-être que ces gens-là, dans leur chambre le soir, vont réfléchir et pleurer. Je n'aime pas faire de particularisme ou particularité, tout ça, ramener le débat togolais à un problème particulier, mais je rappelle par exemple que l'oncle, le propre oncle de Robert Doucet que vous avez cité tout à l'heure, a été assassiné froidement. Je fais allusion là à mon ami Atouté Agbobli, paix à son âme, c'est l'oncle de Doucet. Et nous avons vu comment il a été assassiné dans ce pays. Les autorités ont promis une enquête. Et depuis 2008, août 2008 précisément, rien n'est dit, aucune lumière n'est faite sur ce drame. Et ce n'est qu'un exemple, hein. Des exemples abondent au Togo. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Et il n'a pas soulevé le petit doigt. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système qui écrase. Et en parlant de ces genres de choses, j'ai dit que ce ne sont pas des exemples qui manquent. Et si nous évoquons aussi le cas Madoulba, son frère consanguin, représente le Togo en France. Son grand frère sert ce régime, représente depuis. Vous voyez comment il a été récompensé par l'assassinat froid de son frère, le colonel Madumba. Lui, non plus, n'a pas su lever le petit doigt. Il ne pouvait pas le faire quand on est dans un régime dictatorial. Et les auteurs courent. Et là, également, on nous a promis une enquête. Qu'est-ce que ça a donné depuis là? Il est même dit que le corps est gardé, n'est pas restitué à la famille. Donc, peut-être que celui qui est à la tête du pays a été surpris ou affronte malgré lui, je n'en sais rien, cette situation. Mais un travail doit être fait. Quand on est dans une démocratie, soi-disant, on doit faire preuve des choses qui encouragent l'avancement démocratique annoncé.
Donc, vous voyez, Sylvain Amos, nous sommes dans un pays où rien n'avance. Nous sommes dans un pays où rien n'avance. On va conclure. On va conclure. Où depuis plus de 50 ans, dans un régime de père et fils, et nous vivons dans un obscurantisme. Tout à fait. D'accord. On ne peut pas conclure ce débat sans parler de nous-mêmes. Quand on veut parler de nous-mêmes, on parle de nous, Togolais Landa. On va quand même prendre 5 minutes pour reprendre la conclusion en langue, une des langues locales du Togo. Nyaglokoube Djoukwa, ici à Voinona. Djoukwa de la Wavou. Et 5h90, 5h 2022, et puis Blaton Vové, Sonye, Gawamea, et Djouahon, P. Yanya, Amenubea, Ntasento, Nyasigbeya de Majo. Voilà, on te pédio ou fidèle lenti. Sokaka gamea, avant les dit, Kassia gamea, ni avant et au souhait, les kia, Klicha, la Jani, nos souhaits, les kia, Klicha, la Jani. Nyagnokobe, août 2017, qui est à retour, qui a dans Bayak, Batros, ou Nyaboukroa, et Bafon Togovio, Polo, et Batike. Nous kenaye Togovino soit vous quoi, avant la ti. Et fifi mi wala kpobe adole wamo o la modoga nta sese be no lo kwamu o wonde gbegbe ejumo vi ma gba hun akeu e wa wo be to go vi bonu dare e chikona o ma bi opora weto elo akusa o nya kameti de ka na mouvement ko yana dans ko dibe mouvement du 5 octobre 90 le kemi la 3 vunyado nya moko le gbeja mi be nu chikona mi amoko la ko tawe nu chikona yo amese me le bonu le kpobe na mi wone mi akpo alo ma okpe la we e nya kada so putana gbebe wona na mi akpe no afeto Amos e dola nyibe nuke la don du kwandia e la nyi nuke la no fevere na mia e ademona mbe kengwema do nyantia nya dotagu ne mia donku amoko so abagbe so savore togwata amoko so wa bagbe so savore togwata be nenebe nonomea ça dit nta ccb dirudu avec begbea kelini 5 octobre 1990 20 mai doit neneba zan ameroso wa bagbe savoro edwata nenyima fofu wa ma be $1000 de kukuneta ata be ento ne so amu do ebe fiosame ne bato asi accordine ne ba mu ko so aba gbesa for to gwata be fome o ne dini fano nukele devirele enuame a yinyibe amu be bat be tobe wa tonini di ole okuru to gwata ranabe nyawo nukela do bubu wa be luvontia nyawe enta sesembe dirudu kele nyabe duamea mudo bubu nyabe duanti togo vi de sia de la so do ko dibe ekpon mena ibe ya wavu alo ita ado alo avu ya mebe nukenyi mae le jole nyabe duame epe gbogbo de we yo a benebe noa ne note kafla oba bito abivena miawo enu le wo le Togo enu kele wo miela nabe $1000 abonu asalo data me pobe o etikone nya enu ele jo a o mi nu be nyi da fu fifidion ne to va droma u gbere gbe ko abe nyawa ero la fo ahore fofo lu akusa wo be so ke vi ofifia ola duwe akpo bolu o so doa daro kafla mia fofo ko bi oni politique ya no ni jopo la bo be opposant bleolo opposant sayolo enyan sugbon wa kafla mia pata do alu ne mi ma droit de wa do lo opposant tan amoro be no opposant business ba mo ni voa enyan wa jo gbojo to go vigile bi no o so nyan pata daro opposant yo we gbajo wa voa me ile gbajo wa ni akoto fo na sim ko de ba kameti o
no se Togo to de gbe fifi pa gbe di ku fi o e ti kona nya yen gba politique ko alo mi wona politique o e ti kona mi mi ba so mi adu ko so do no sugbo mi church mi ado alo mi to mi abele sugbo bo be aba gbe abe agbe am gba jiji o ma do agbe vire po bo ma bonu pe ape ti nyawe a e to sun nya bu kuro yin ma ga ran ya sugbo mi ti de ka mi ti vire po a enya ke la so la gbona Togo to do ami se gbo mo bi enu ti kona yu be nu an to pa vo won pa amese me so le data mi le pono via be ma we la wa we na mi ndola ni nene o voa ni dola na nyabe jukwa la nyabe ame ko no na nene be nya gbon be o ti ko ni nya o le la ni nene o nya jo da ti nya po opposant oblemilo e o de ke wa ya e doke wo le ni etua be de popo yin be mi dola na mo anya be la mo me a amere adoda si be yin na o bo wa no gbon ni no aso gbojo jukwa ne jukwa ngba tite ne ba vli e be je na o e le veverinto nígbà no pepo ba me si amekele gbon ni be nya wa pata o le gbon so enu ele di me na wa anti o amedo adoda si be yin no bo wa no gbon ni be opposant samilo o lo opposant gbandwalo voi amekon to na iro do adi e penado ya le fifion le do agban la me wo ojo bonu po ya e defun e be wa ko bechan ni do la wo nu si anu keji bere nya be jukwa ne po dede a wo nu si anu keji ya ye yin be avu keji te ya mi la do so do jesibe e kan mi apata Togo be nyonyo Togo be so me nyonyo e so mi agbo mu nyinu be yin be ni agbon be o ameya o pe lawe alo ameya o be nku me po e nya po mu nyin nene o von be jesi ke amoro so do rado nko be ba to bo agbon be ao ne enu barabara le jole be de ni ba ji cha e ma do nu e mo wa don kentia iro ya hwelo iro re doazan iro la orekelo e yo la balema aolo ye ana ipe agbebara nyo ukulo ya no etovia dia manyi nene o nene ye jukono wewa egbe a bubu ma no antio enti apeto amos nenge ma hogbe a jijiro wa ma propobere enuke ye milawa ye nyinuke ye milawo todo desibere ejukwa ba ya dudua dola notero enyo nyada kpina hoto elwa kusa o kenyi aminkuta gandika na hasusuko dankolo dibe mouvement du 50 ans MO5 mi subo mi do akpele mi afofo tino doglo agbele nko ele jamani mi dogbene le ekamedalo mi bela se mi nko e chano 50 ans 90 abenya me gere kwa me gere u mi akpato nweji le yo pata me a eye haji toko jina ha dona mimsia e de kale togwake o dankodo dibe don starch e globe yo pata mi ye po kakabe ye la gbon epo yi o wu de viutukun o tozo asi o zimile to ye la gbon epo yi ebe ne mi le gbon ade ani no pe mi la no la no gbon ma e nya ne be gbon le habelo ebe ne mi yo lo gbon nya po ade nemi no nani dare kakere kekwa ani no pe yimila no gbole e gome po nyibi nyatite leke nyatite ro nyatite la konkato me nyatite le novi wo me nyatite le nsenu nsume nemia akpavu ya kemilo kasogberebia matutu hagbe on nemia pata nya se don start be hagbe abe ani no pe mila no la gbole ma hagbe wa yemi le bi na Togo verbe ke le gbeji la hwechan aso domimsen le radio a voulu te di kokole titinta ele mali on be gbeme avuletia mi o fiomi de kavero chan o be kele katanye mi na no gbeme Afrika tok patamere kaimini ki no fio avulete o trobo kona mesemelo bye bye. Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Du coin begbe et du abegbe.